Oui. Bonjour. Je vais faire ma communication en français. Donc, d'abord, je remercie l'Académie de me donner l'occasion pour la deuxième fois, après la dernière session qui était autour des Afriques, et donc de m'engager sur une thématique à la fois de sciences sociales et qui a une connotation plus philosophique. Donc pour ne pas entamer mon temps de parole avec du retard, donc je vais très vite vous communiquer un peu le plan de mon intervention. Donc ça sera une intervention en 4 moments. Un premier moment que je vais essayer de discuter sans répéter probablement ce qui a été dit, ce qui va être dit durant la session, parce que la session est consacrée à la question conceptuelle, aux questions conceptuelles relatives à la modernité. Donc de rappeler un certain nombre de l'itinéraire même historique du concept pour essayer de prendre parti. Dans une deuxième séquence, je vais essayer de développer le concept que je partage un peu avec d'autres chercheurs qui font plutôt de l'anthropologie historique, notamment pour citer la référence la plus importante est celle de Samuel Eisenstadt dans son concept de modernité multiple. Je vais traiter en troisième partie des formes un peu locales d'appropriation du concept de modernité au-delà de sa dimension programmatique, notamment au Maroc, à travers deux figures assez éloignées et dissemblables tout au long du XXe siècle. Disons, une approche par la philosophie historique, une approche, liée à une réactivation du patrimoine traditionnel, et enfin traiter de l'objet un peu central, mais en périphérie dans cette communication de mes recherches, ce que j'appelle la modernité sans culture et sans histoire, avec un grand H, lié pour déconstruire un peu les paradoxes du mouvement salafiste actuel, dont les expressions organisées se retrouvent soit au niveau de l'État islamique, soit au niveau des groupes djihadistes, et montrer un peu les affinités électives que le cadre épistémologique dans lequel fonctionnent ces mouvements, dans leur rapport à la tradition et au texte, au corpus des textes sacrés, renvoie à une conception de la modernité telle qu'elle a été valorisée par un moment de l'histoire de la modernité, qui est le moment positiviste de la fin du XIXe siècle. Voilà un peu le programme de cette communication. Donc je serai relativement rapide et succinct, et je m'en excuse. Peut-être dans la communication écrite, ça va être un peu plus développé. Donc tout d'abord, concernant la question des discussions actuelles sur l'histoire même du concept de la modernité, je rappelle juste que généralement on l'oppose au traditionnel, et dans une perspective qui est très hiérarchisée, qui s'explique donc que le moderne est par définition supérieur au traditionnel. On voit que les formes d'appropriation locale ne vont pas dans ce sens, mais globalement, dans les cercles, disons, de réflexion théorique sur la modernité, il s'agit d'une hiérarchisation, et ce qui s'explique plutôt par le contexte même de naissance de ce concept, qui est un contexte de conflit violent entre des paradigmes et des types de pensée liés à la sortie du Moyen-Âge. Cette production conceptuelle est marquée par deux expressions qui sont très contrastées, et dont la deuxième a oblitéré la première. La première conception, on le doit, et je m'excuse n'étant pas philosophe, à Emmanuel Kant,
qui renvoie à une conception de la modernité qui est très liée à une conception de la rationalité. Et donc, si je m'aventure à citer un long passage d'Emmanuel Kant dans ses œuvres philosophiques, essentiellement dans la partie liée à la réponse qu'il a formulée à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Alors, pour Kant, les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Par la paresse et la couardise, une fraction importante de l'humanité, même après que la nature les a délivrés de la conduite par un autre, reste joyeusement immature. Ce sont la paresse et la couardise qui facilitent l'usurpation par les autres du rôle de gardien. Être mineur est confortable. Si j'ai un livre qui m'enseigne le sens des choses, un pasteur qui s'occupe de ma conscience, un docteur qui me trouvera le bon régime, et ainsi de suite, alors je n'ai pas besoin de faire quelque chose par moi-même. Pouvant payer leur service, je n'ai à penser à rien. Les gardiens qui ont gentiment assumé la surveillance verront que la grande majorité de l'humanité, y compris la totalité du gentil sexe, en viendrait à considérer le passage à la maturité non seulement comme difficile, mais comme très dangereux. Chez Kant, donc, les Lumières sont comprises comme, et donc la modernité, sont comprises comme capacité d'utiliser sa propre intelligence sans être guidé par autrui ou de juger par ses propres moyens sur toute autre chose, y compris les questions de la valeur et des valeurs. La sécularisation est une des idées des Lumières et il est intéressant de noter que séculier veut dire étymologiquement propre au séculum et donc propre à l'âge, sans aucune relation avec, j'allais dire, l'élimination ou l'évacuation d'une partie de la connaissance dans le processus de rationalisation. Donc cette production kantienne des Lumières ne paraît pas être liée à ce qu'on appelle à présent rationalité au sens très, j'allais dire, très occidental du terme, car celles-ci sont plutôt marquées par la conception de la raison hegelienne, tout comme par le positivisme d'Auguste Comte, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. La deuxième, j'allais dire, production qui va structurer notre conception de la modernité, on la doit surtout de façon très systématique et très rapide et très même à un texte dans la conception, ce qu'on appelle la conception du scientifique du monde, qui est l'œuvre du Cercle de Vienne au début du siècle dernier. Et dans ce texte qui marque un peu j'allais dire, la domination définitive d'une option de la modernité au singulier, et une modernité liée à une forme, là aussi au singulier, d'une rationalité. Alors, dans le texte du Cercle de Vienne, on peut lire deux traits de la modernité en tant que proposition programmatique sur le fonctionnement de la raison humaine. Premièrement, la modernité suppose, disons, une approche à la fois empiriste et positiviste. Seule existe la connaissance venue de l'expérience qui repose sur ce qui est immédiatement donné. De cette façon se trouve tracée la frontière qui délimite le contenu de toute science légitime. Et deuxièmement, la conception scientifique du monde se caractérise par l'application d'une certaine méthode, à savoir celle de l'analyse logique. Donc bien sûr, entre ces deux moments, le moment kantien et le moment du Cercle de Vienne, on trouve de façon très forte le moment kantien, donc d'Auguste Comte, pas kantien, d'Auguste Comte, qui va définitivement poser la modernité dans sa version, j'allais dire, hégémonique, telle qu'il est prise en charge par l'Occident. Alors, celle-ci se caractérise sur le plan philosophique, ce que je viens de rappeler, par d'abord une rationalité technique dominante, une idée très déterministe du progrès, et enfin, une troisième caractéristique philosophique, c'est un processus, comme dirait Weber, non pas de désenchantement, comme c'était la traduction ancienne, mais un processus de démagification, c'est-à-dire de renoncement à toute connaissance qui ait une origine à la fois métaphysique ou magique. Mais le caractère opératoire de la modernité dans le fonctionnement et l'organisation des sociétés humaines se trouve son expression la plus forte dans sa dimension sociologique et politique. Alors je vais très rapidement énumérer
les expressions de cette modernité hégémonique au singulier. D'abord, elle opère au niveau de la définition du lien social. Donc le lien social n'est plus un lien hérité, un lien communautaire, mais un lien construit dans le cadre d'une société telle qu'Augustin on a défini les contours. Deuxième élément important, c'est que le statut de la norme elle-même a changé. Non seulement c'est une production humaine, ce qui est en soi très intéressant, mais la norme tire sa force ou sa légitimité de sa forme, plus que de son contenu. Sa forme au niveau de ses procédures de construction, de fabrication, et sa forme au niveau des procédures de mise en œuvre. Troisième élément donc, de cette dimension sociologique et politique, c'est la modernité implique un processus d'individuation très fort, donc d'émergence de l'individu en tant qu'acteur responsable. Et quatrième élément, mais qui est plus sociologique que politique, c'est la modernité s'inscrit dans un espace qui est dominé par l'urbanisation, qui est essentiellement urbain. Cinquième élément, c'est que donc, tel que cette modernité au singulier et hégémonique s'exprime, il s'agit elle impacte la nature des statuts sociaux, et donc on passe, les statuts sociaux ne sont pas prescrits, inscrits dans des groupes sociaux hérités, mais ils sont essentiellement acquis, c'est-à-dire acquis dans le cadre d'un processus de mobilité à la fois sociale et politique. Le sixième élément, c'est que le cadre d'organisation d'une modernité politique est l'État-nation, ce qui suppose aussi une rupture totale avec toutes les autres formes, une dénégation de l'utilité des autres formes d'organisation politique, essentiellement les formes impériaux et les formes infra-étatiques. Un dernier élément, mais on peut énumérer beaucoup d'éléments concernant cette dimension sociologique et politique, c'est le statut même de l'histoire. L'histoire s'impose comme une discipline qui n'est pas une discipline narrative, mais une discipline explicative et, j'allais dire, une recherche des causalités par rapport à un projet national. Si l'on accepte les évolutions récentes de l'histoire comme discipline et ce qu'apporte actuellement la World History ou l'histoire connectée. Voilà un peu les éléments qui ont abouti finalement à une homothétie, sinon une confusion totale entre processus de modernisation, au-delà du caractère programmatique de la modernité, et processus d'occidentalisation. Donc on est tous ces éléments s'inscrivent dans un processus d'occidentalisation qui va être approprié différemment d'une société à une autre. Et donc ça m'amène à au troisième moment de mon exposé, avant d'aboutir au quatrième, qui est les formes d'appropriation locale de cette conception programmatique, ou cette dimension programmatique de la modernité telle qu'il a été reçu après à la fin du 19e siècle, non seulement dans le monde arabe, mais je parlerai essentiellement du Maroc. À la fois, je prendrai deux figures qui vont à leur façon, de façon un peu comme je l'ai fait pour Kant et pour le Cercle de Vienne, vont donner à voir deux conceptions tout à fait différentes et opposées de la modernité pour le cas du Maroc. La première figure est celle d'Al-Fassi dans l'autocritique essentiellement, et la deuxième figure est celle de l'Aroui. Mais avant de les aborder très rapidement pour déboucher sur la quatrième partie, je dirais deux mots sur comment se dit modernité dans le cas marocain, dans le cas, je ne dis pas arabe, mais marocain. La caractéristique de la façon de dire la modernité dans le cas marocain renvoie à une vraie minimisation de la hiérarchie entre les deux.
Parfois, souvent, la hiérarchie est inversée entre ce qui est moderne et ancien. Donc, on dit la modernité d'abord hadith, qadim, donc moderne et ancien, contemporain et traditionnel, local, pour traduire le mot beldi, et romi, et plutôt roumain ou étranger, donc, et jdid, bali, donc nouveau et ancien, hadati, mu'asir, donc c'est les expressions conceptualisées, asil, là aussi une expression qui est plus conceptuelle que populaire. Mais dans toutes ces façons de le dire, on peut avoir trois remarques. Première remarque, donc il y a des couples qui sont bien sûr, c'est des couples opposés, mais souvent, mais qui peuvent être associés dans le même comportement. Donc, ce qui fait dire beaucoup que, ce qui est faux, que les Marocains sont souvent schizophrènes, ils associent les deux, notamment dans ce qui est beldi, romi, donc local ou authentique et qui vient de l'extérieur. Ou la deuxième remarque, c'est que souvent la hiérarchie est inversée entre, par exemple, asil et hadati, contrairement, et où elle confirme, vous allez dire, la hiérarchie qu'on a héritée de ce mouvement du 19e siècle, c'est-à-dire le mouvement positiviste. Mais la remarque quand on part de la façon avec laquelle on le dit, et souvent on le pratique, et on peut le voir dans les dénominations, soit de slogans de partis politiques, ou même de titres, même de partis politiques, qui associent les deux de façon très, très positive. Ça renvoie à ces deux formes d'appropriation. Et donc la première forme d'appropriation de Al-Fassi, Al-Fassi qui consacre dans son livre L'autocritique de longs passages à un effort de conceptualisation, notamment à partir de la page 70, centré sur, donc comme c'est le même projet que le projet salafiste, y compris salafiste des Lumières du début du XXe siècle, tel qu'il a été porté par Abdo et Afrani, donc, mais qui sont différenciés un peu. Donc pour lui, le projet donne une tonalité particulièrement programmatique au concept de modernisation. On ne parle pas de modernité, mais de modernisation. Et il distingue entre modernisation et ce qui est modernité dans un deuxième point, et contemporanéité. Il explique que ce qui est contemporain n'est pas nécessairement moderne. Par contre, ce qui est ancien peut être moderne, et il donne un tas d'exemples sur notamment la question de l'individu en islam et sur l'organisation politique. Et il définit mais il reste qu'il définit la modernité par référence à l'héritage positiviste, en la circulant dans les valeurs comme la liberté et le progrès scientifique. Bien sûr, à partir de là s'enclenche un projet politique qui dissocie, j'allais dire, le progrès technique des valeurs qui peuvent le porter. Et donc, de l'idée d'associer le progrès technique à une réhabilitation de l'islam premier. Et donc, je ne reviendrai pas sur le projet salafiste des Lumières. Le deuxième disons, auteur, c'est, comme vous le savez, c'est Abdel Aroui, qui lui s'inscrit dans une démarche de philosophie historique et qui place sa discussion de la modernité, donc là il parle de modernité et non pas de modernisation, même si son processus de modernisation politique est esquissé dans son travail à la fois sur les origines du nationalisme et sur la crise de l'intellectuel arabe et sur l'idéologie arabe contemporaine. Dans son petit ouvrage sur modernité et islam, il réduit, enfin il focalise son analyse sur dans une approche plutôt épistémologique. Pour lui, nous trouvons face, donc sa cible principale, c'est le philosophe théologien. Et donc le non moderne, donc il définit négativement la modernité. Le non moderne est celui qui pense que l'histoire humaine se ramène essentiellement à des vérités absolues, c'est-à-dire donc pour lui, ce philosophe théologien pense uniquement une vérité absolue, et donc il évacue toute idée de compromis, toute idée de négociation et toute idée d'historicité.
Ça me permet, donc, ce passage de Al-Alaoui qui note bien que l'ère moderne, finalement, a commencé avec l'échec des guerres des religions, c'est-à-dire la nécessité pour tous de vivre en dehors de l'absolu, et me permet d'aller vers, finalement, un parti pris par rapport à cette question du fonctionnement, j'allais dire, partiel du programme moderne, de la modernité, et son appropriation par les mouvements salafistes actuels. Qu'est-ce qu'on peut prendre dans cette trame de la modernité, dans sa trame épistémologique première? Dans la trame épistémologique de la modernité, telle qu'on peut la déduire de la pensée hégémonique sur la modernité, qui est l'héritière du positivisme d'Auguste Kant, donc qui ne convoque plus assez, ou qui ne convoque pas du tout, l'association de la question de la modernité, à la fois à une idée de la pluralité, donc les modernités au pluriel, telle que la développe Eisenstadt, ou à l'idée de la multiplicité des rationalités, à une définition beaucoup plus, j'allais dire, instrumentale de la rationalité, qui n'évacue pas les questions des valeurs et de la subjectivité. Donc, dans cette trame épistémologique, il y a ce qu'on peut constater, et ça je le fais dans un chapitre d'ouvrage sur le mouvement salafiste actuel. Quand je dis mouvement salafiste actuel, c'est les mouvements salafistes qui sont en rupture avec ce salafisme dont j'ai parlé de Lumière, qui quand même était une tentative de rapprochement du progrès entre guillemets scientifique, mais qui s'inscrit dans cette idéologie du progrès et le maintien d'une identité culturelle et politique particulière. Dans le salafisme actuel, il y a comme un air de famille, d'abord avec la trame, une partie de la trame, j'allais dire, scientifique, dominante actuellement, qui est la trame logico-formelle, donc inductive, dépouillée de toutes ces prémices philosophiques par rapport au statut relatif de la liberté. Donc cette trame, comme vous le savez, se caractérise par trois choses. D'abord, le point de départ est un postulat invérifiable. Le deuxième, le principe de vérité et la non-contradiction. Et le troisième élément qui constitue un peu cette trame logico-formelle, c'est qu'il n'a aucune relation avec la réalité empirique. C'est-à-dire la construction d'une vérité scientifique dans cette trame logico-formelle, elle n'a pas à faire sa démonstration par une expérimentation. Elle implique donc, et donc ça implique aussi une négation totale de l'histoire ou de tout processus d'historicisation. Ça, c'est au niveau de la trame, donc cette ère de famille qu'on peut retrouver. Je vais revenir sur un peu l'idéologie salafiste pour le montrer. Le deuxième principe, c'est la démagification. Donc, dans la modernité ici, est pensée comme un processus de rupture avec la métaphysique, pas uniquement, mais surtout avec la pensée magique, ou la pensée, pour faire la mauvaise traduction de Weber, la pensée enchantée. Le troisième élément donc, de cette trame, c'est de cette conception salafiste, c'est parce que, comme vous le savez, le salafisme s'est fait comme obligation d'abord de combattre le culte des saints, la pensée magique en islam, la pensée non, et surtout le mysticisme et le soufisme. Troisième élément de cette conception salafiste, c'est le règne de ce qu'on peut appeler le règne de la loi positive, qui s'exprime dans la pensée salafiste dans un rapport particulier au texte. Donc le texte, à la fois au niveau de ça, c'est l'horizon de l'interprétation définie pour le texte, et uniquement son contenu sémantique, sans aucun, c'est-à-dire le refus de toute possibilité de polysémie, le refus de toute interprétation, et encore plus le refus de toute herméneutique. Le texte se donne comme il est, non pas dans sa totalité, donc refus de tout ce qui est contexte historique de production du texte, que ce soit le contexte coranique ou que ce soit le corpus des hadiths.
refus de toute contextualisation et refus surtout de toute interprétation qui va au-delà de l'horizon que pose la langue, c'est-à-dire que pose le grammairien comme horizon de discussion du texte, que ce soit le texte coranique ou le texte des hadiths, y compris dans la lecture des hadiths, parce que le corpus des hadiths le corpus des hadiths, qui est privilégié par les salafistes actuels, n'est pas traité comme un corpus global, avec toute l'approche de vérification proposée par l'histoire des collecteurs des hadiths, mais tout simplement de façon fragmentée, associée à l'offre de ce corpus dans sa dimension numérique. Donc, quand on analyse donc à la fois le cadre épistémologique dans lequel est produit le discours salafiste et sa production, on peut conclure par deux remarques très rapides. La première, c'est que la forme prévaut sur le fond. Donc on est dans une approche d'abord formelle, et deuxièmement le fait que les salafistes privilégient une approche binaire, donc qui fait halal, haram, oui, non, vrai, faux, ce qui est très en homothétie, en congruence forte avec une pensée technique, scientifique au sens technique, dénuée de sciences sociales, d'histoire, de culture et de philosophie. Et merci.